Nous commençons l'année avec ce séminaire puisqu'il débute aujourd'hui, en janvier, et jusque en juin, nous aurons donc six dates, une par mois. C'est de la deuxième année. Merci à la chaire de philo. Donc, merci pour le soutien, l'organisation, bien évidemment la présence. Je dois indiquer que Margot Méran, avec qui j'organise ce séminaire, n'est pas présente ce soir. Elle va peut-être nous rejoindre à travers la visio. Elle a eu des difficultés de santé de l'enfant, tout jeune. Donc, voilà, on met en priorité effectivement ce genre de questions. Elle sera présente les prochaines fois. Pour ce soir, c'est une séance introductive. Nous avons l'an dernier réalisé une première séquence de six dates déjà. L'an dernier, sur les gestes de la révolte, nous nous étions essentiellement concentrés sur la question de la révolte en tant que telle. Alors, l'énergie de la révolte, ses ambivalences, le spectacle, la révolte aussi, sa dimension spectaculaire, euh, puis aussi ses contradictions internes, pardon, et intimes. Donc, l'an dernier, nous avions parlé, les épisodes, si je peux dire, sont disponibles en ligne. Nous étions beaucoup intéressés à la révolte en et pour elle-même, ce soulèvement subjectif qui ne va jamais sans une certaine agressivité, une destructivité. Bonsoir, bon prix. Et donc sans certaines apories, puisque dans la révolte se rencontre à la fois une certaine destructivité et un désir. Donc, un- j'en prie, j'en prie, installez-vous, il n'y a pas de problème. Non, l'amplificateur parce que j'entends pas. D'accord, d'accord. Très bien. Nous avons donc l'an dernier beaucoup parlé de la question de la révolte en tant que telle, une manière de dire non, donc une manière de refuser certaines contraintes, qui est aussi une manière d'affirmer un désir, mais qui se montre, se fait voir, qui se fait entendre, qui désire se manifester sur la place publique, super. Mais qui peut exister aussi dans la sphère intime. Il y a des révoltes intimes, il y a des intimités révoltées. Donc, c'est pas parce que une révolte reste dans, disons, le secret d'un lieu qu'il n'y a pas mouvement subjectif, soulèvement et visée aussi d'émancipation. Alors nous avions traversé un certain nombre de figures de la révolte, depuis les plus canoniques, si on peut dire, hein, à travers la figure de l'homme révolté chez Camus, dans la littérature aussi, la figure de Kafka comme écrivain révolté, la contestation intime de l'écrivain à travers son activité créative, jusqu'à des horizons plus cliniques puisque il avait été question de la révolte, la protestation dans l'institution, notamment dans la clinique des anorexies, dans laquelle la dimension de protestation vient jouer un rôle de premier plan, à travers aussi parfois des refus de soins et des mises en question de l'autorité de l'équipe médicale qui doit être, qui peut être, qui gagne à être intégré dans le questionnement que font émerger certains patients. Donc, l'idée était que la révolte en tant que telle, sans devoir être réduite en tout point évidemment à une pathologie, bien sûr, mais en conservant sa dimension politique, sa dimension euh, d'interrogation d'un contexte collectif, la révolte pouvait donc être prise en compte dans la clinique elle-même que même les jugements portés sur la révolte, les jugements ambivalents, euh, à bien des égards, continuent de faire partie de la révolte elle-même. C'est-à-dire que même les jugements qu'on porte pour, contre, admiration, critique, voire mépris pour les personnes révoltées, donc en positif, en négatif, même les jugements sont encore, à certains égards, partie intégrante de ce processus, de cette dynamique de soulèvement
et des échos qu'elle génère, que ce soit chez le clinicien, dans le contre-transfert, dans ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique le contre-transfert, que dans la sphère du commentaire politique, voire journalistique. Cette année, nous nous éloignons un tout petit peu de la révolte en tant que mouvement de protestation, en tant que mouvement de contestation, pour élargir la focale vers un thème qui avait déjà été esquissé et débattu dans la dernière séance de l'année dernière, donc en euh, juin 2025, qui est la question des sublimations, la question des pratiques sublimatoires, une question pas facile, puisque justement en juin dernier, lors de la séance conclusive, nous avions montré que la question des sublimations est tout sauf simple à appréhender. Freud lui-même a eu des difficultés à cerner cet objet et d'autant plus, disons, ses commentateurs et éventuellement ses critiques qui, nous l'avions montré, n'ont pas toujours exactement compris ou saisi ou voulu comprendre les difficultés de cette notion que l'on prend souvent uniquement en bonne part, alors que euh, eh bien, dans la sublimation, il y a encore quelque chose d'irréductible, j'en reparlerai aujourd'hui, encore quelque chose d'irréductible, qui n'est pas forcément que du sublime, au sens un petit peu, on va dire, euh, optimiste du terme. Dans la sublimation, c'est ce que nous avions un petit peu dit en juin dernier. Il y a une dimension énergie pulsionnelle qui demeure et qui ne se résout pas dans une belle création artistique, dans une simplement belle image, dans un beau geste. Euh, les pulsions restent à l'œuvre jusque dans la sublimation, ce qui empêche d'y voir uniquement un bel exutoire esthétique, mais ce qui déplace à certains égards le problème. C'est ce que nous allons un petit peu donc interroger cette année. Qu'est-ce qui est sublimatoire? Est-ce que, je poserai la question ce soir, est-ce que sous prétexte que c'est sublimatoire, est-ce que c'est bien? Je montrerai que dans le prolongement de la fois dernière, que pas forcément, que la question de la valeur est décalée par rapport à la question des sublimations. C'est un peu l'enjeu de ce soir, de montrer ce décalage. Mais pour autant, voilà, essayer également de mentionner la difficulté posée par les contraintes anti-sublimatoires, parce que c'est pas sous prétexte que la sublimation ne résout pas toutes les difficultés que les contraintes anti-sublimatoires ne sont pas également tout à fait, disons, pathogènes au sens de génératrices de certaines souffrances. Donc, on va dire, le chemin est étroit entre deux extrêmes. Alors ici, il s'agit simplement voilà, du résumé de l'année que vous avez sans doute déjà vu sur Internet, voilà, de ces enjeux de l'année qui étaient proposés au débat, où donc nous rappelions, Margot et moi, qu'il y aura des invités, j'en reparlerai sans doute dans les dernières minutes, à partir de la fois prochaine, à partir du mois prochain, nous aurons une succession de 3 mois où nous inviterons des professionnels du soin, des spécialistes, si l'on peut dire, de l'institution, mais aussi en interrogeant la question de l'informatique dans sa dimension anti-sublimatoire à travers la problématique de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce que les usages du numérique nous empêchent plutôt qu'ils nous permettent de nous émanciper. Nous inviterons cet endroit-là Yann Diner qui viendra nous parler de la problématique spécifique de l'intelligence artificielle. Yann Diner, on le verra, qui a écrit plusieurs livres excellents sur cette question des langages informatiques et de ce en quoi ils peuvent bien nous empêcher de nous adonner à des élans subjectifs et subjectivants. Bon.
Gandiner, donc, il viendra nous parler de la manière dont les intelligences artificielles peut-être étouffent notre capacité métaphorique, donc certaines aptitudes à symboliser, à exprimer au niveau émotionnel, au niveau verbal. Mais nous aurons également d'autres invités. Stéphanie Rosa, elle, nous parlera de façon plus spécifique d'un thème connu dans le vocabulaire des marxiens, qui sont plus très nombreux, mais qui continuent d'exister tout de même, la réification, par le fait d'être réduit comme chose, réduit comme objet. Qu'est-ce qui fait que les émotions, une fois qu'elles sont réifiées, c'est-à-dire tel tas de choses, ne circulent plus? Qu'est-ce qui se passe alors sur les réseaux sociaux, mais également dans le monde du travail, qui fait que des contraintes, un certain nombre de contraintes, de normes, vont avoir des répercussions sur le psychisme parce que elles empêchent justement la vie, le mouvement psychique, et elles réduisent à l'état d'outils, d'instruments, parfois même d'armes, donc d'objets qui, bien évidemment, déshumanisent et dégradent. Mais il s'agira aussi d'aller voir avec Stéphanie Rosa du côté des solutions, puisque Stéphanie Rosa a également rédigé plusieurs ouvrages très importants sur les utopies, sur les élans émancipateurs portés par l'écriture des philosophes utopistes à partir des Lumières, en partant de l'époque des Lumières, puis jusqu'au XXe siècle à travers un héritage de ce qu'on appelle le marxisme humaniste, c'est-à-dire les tendances marxistes qui ont continué à lutter contre les dérives idéologiques nommée stalinienne, donc contre le dogmatisme idéologique pour poursuivre un mouvement d'émancipation dans la droite ligne de la philosophie des Lumières et montrer que l'unique destin, qu'il n'y avait pas un unique destin de la pensée marxienne et qu'il peut y avoir une pluralité d'interprétations et d'ouverture vers des champs qui se maintiennent dans une certaine émancipation. Et enfin, à travers l'étude de structures professionnelles, notamment en périnatalité, nous interrogerons ce qui fait que des organisations du travail permettent ou au contraire empêchent, là aussi, des sublimations. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'une équipe, qu'est-ce qui fait qu'une institution permet ou interdit le travail collectif? Quels sont les transferts, c'est-à-dire les relations qui sont à l'œuvre? Qu'est-ce qu'il faut comme type d'interaction, comme type de cadre, pour que ne s'installe pas ce qu'on appellerait, dans un jargon un peu technique, un transfert négatif, c'est-à-dire bon, un primat j'y reviendrai, des pulsions de mort, de la négativité à travers un groupe au travail. Qu'est-ce qui soutient l'activité professionnelle? De façon générale, l'activité professionnelle, elle est présente cette année, puisque c'est en grande partie cette question de l'activité professionnelle que l'on interroge. Ce soir aussi, il s'agit en grande partie de se demander, dans l'institution, qu'est-ce qui fait qu'une norme devient révoltante et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, il pourrait y avoir une persistance d'un désir de travail, d'un désir de maintenir une créativité, y compris sur les lieux d'activité professionnelle. Sans négliger toujours que ça part du corps, au sens où les choses partent d'un ancrage dans la vie pulsionnelle, dans une excitation pulsionnelle qui peut devenir agressive et qui peut également générer certains malentendus, certaines mésententes, donc sans idéaliser ni verser dans l'angélisme. Alors, pour aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un entre-deux, entre sublimation et anti-sublimation? C'est que d'un côté, il y a aussi donc cette énergie pulsionnelle sur laquelle se greffent nos activités, mais il y a aussi la société. C'est ce dont nous parlions la fois dernière, en juin dernier. La société, les processus de socialisation, les contraintes sociales sont elles qui se ressaisissent
de notre vie pulsionnelle, de l'excitation, de l'énergie pulsionnelle, pour la façonner, pour la canaliser, pour l'orienter là où, bien souvent, ça arrange le collectif. Donc, il y a d'un côté le singulier avec son énergie psychique, pulsionnelle, et de l'autre côté, il y a le collectif qui utilise ensuite, parfois détourne à son profit, formate en l'orientant l'énergie psychique. Alors, bien évidemment, dans le monde du travail, on est dans cet entre-deux, puisque le singulier n'est jamais si singulier. On travaille en groupe, on travaille en équipe, on travaille dans un contexte qui induit ses propres dynamiques. Alors donc, dans le monde du travail, c'est pas la créativité singulière, c'est la créativité singulière plus le contexte socio-professionnel. C'est une sublimation à bien des égards sous contrainte. Et bien évidemment, en dernière analyse, les réponses sont politiques. Ça, ce sera un des leitmotifs. Les réponses sont politiques. En dernière instance, il y a des décisions qui se prennent au niveau du collectif en et pour lui-même. Mais ça n'empêche pas, c'est ce que nous verrons un petit peu aussi, qu'il y a des recours pour tenter de bricoler, il y a des recours pour tenter de construire, en faisant avec les émotions, l'imagination, pour éviter, même en contexte adverse, que les contraintes anti-sublimatoires n'arrasent absolument les capacités de renouveau des pratiques voilà, on entre un petit peu maintenant voilà, passer cette introduction dans le concret, ou dans le dur, si on peut dire. Bon. Alors, les dispositifs sublimatoires, je disais tout à l'heure, sont intéressants parce qu'ils dévient l'énergie pulsionnelle, ils mettent cette énergie au service d'activités que la culture valorise. Bon. Alors, c'est certain que l'énergie pulsionnelle singulière à elle seule, elle ne devient rien de collectif s'il n'y a pas ce cadre inventé en commun qui s'en saisit et qui est là aussi pour porter un jugement. Alors, la question du jugement est importante parce que elle implique aussi que chacun reprenne à son compte certains idéaux et que chacun, au niveau de ce qu'en psychanalyse on appelle le surmoi, les idéaux, viennent relayer aussi quelque chose qui ne lui appartient pas en propre, qui sont les jugements de valeur. Euh, et la sublimation elle est soumise, elle est parfois assujettie à des jugements de valeur collectifs, parce que justement, c'est ces idéaux, ces figures idéales qui la sous-tendent. Euh, c'est une première caractéristique de la sublimation. Elle a besoin des idéaux, elle a besoin de transferts sur des figures idéalisées pour se structurer. Et donc, elle ne peut pas empêcher, quand on sublime, quand on est dans une phase de sublimation, on est nécessairement en phase avec certaines normes. C'est un vol plané, la sublimation, qui s'appuie pour décoller sur certaines figures idéales. De ce point de vue-là, la sublimation, c'est quelque chose qui n'est pas révolté. C'est quelque chose qui est quand même, dans une certaine mesure, conforme à ce que la société propose. Même les artistes contestataires sont en même temps, d'une certaine façon, en train de proposer euh, certaines hypothèses esthétiques euh, qui sont prises dans une tradition, dans une continuité. Euh, c'est très intéressant dans le domaine de l'art parce que on voit toute la difficulté qu'ont pu avoir, par exemple en France, les impressionnistes ou dans la Vienne du temps de Freud, euh, Klimt et Kokoschka, les autres membres de la sécession viennoise, pour à la fois se faire reconnaître en tant que novateurs et en même temps conserver leur part d'expression singulière. Alors, ce qu'on ne dit pas aux touristes en général américains qui débarquent en France
pour voir les musées des impressionnistes, c'est que les impressionnistes étaient vraiment des gens qui, dans leur pensée politique, étaient très marginaux, se voulaient tels, ils se voulaient très anti-bourgeois, ils avaient des sympathies qui étaient souvent assez anarchisante. Et à l'époque, fin 19e siècle, les anarchistes, c'était, aujourd'hui on dirait, c'était des terroristes. C'est-à-dire, c'était des gens qui balançaient des bombes dans l'Assemblée nationale. C'était des gens extrêmement jugés comme extrêmement dangereux. Euh, et le fait que des artistes, des sympathies anti-bourgeoises faisaient d'eux, on dira aujourd'hui, des agents subversifs, des gens qui seraient fichés S aujourd'hui. C'est-à-dire que dans leur manière d'être politiquement inventifs, ils avaient besoin de se maintenir dans une certaine radicalité, dans une certaine contestation des normes de leur société. Et c'est pour ça, parce qu'ils étaient politiquement assez radicaux, que bon, bah, ils ont dû inventer un salon des impressionnistes, qui était celui qui justement représentait la marge. Ce n'était pas que des enjeux esthétiques, c'était aussi des enjeux politiques. Ils ont quitté donc le salon de l'académie et les cercles académiques qui représentaient une certaine bien-pensance aussi, une certaine norme politique majoritaire. Alors, bon, je dis ça parce que ça indique que la position de l'artiste novateur est toujours un petit peu difficile à tenir, dans la mesure où, pour se faire reconnaître, il a besoin aussi, s'il veut quand même vivre de son art, de se maintenir dans des circuits économiques qui demeurent intégrés dans la société tout de même. Alors, ils sont forcés aussi, en même temps, de reconnaître certains idéaux qui leur permettent de se soutenir à l'intérieur de l'économie, entre guillemets, bourgeoise, telle qu'elle se maintient fin du XIXe siècle. Les impressionnistes, tout en étant très contestataires, arrivaient aussi à vendre leur production ou devaient réussir à négocier avec des marchands d'art, quand même, pour pas crever de faim, littéralement. Ceux qui ont vraiment refusé cela ont été très vite marginalisés, y compris dans l'histoire de l'art. Euh, donc, malgré leur position très contestataire, ils étaient aussi en partie en train de faire des compromis avec les normes de leur société, ne serait-ce que pour pouvoir vendre un petit peu leurs œuvres d'art. Euh, On constate cette position chez les impressionnistes, ou bien chez les membres de la sécession viennoise. D'un côté, ils étaient extrêmement politiquement critiques. D'un autre côté, ils essayaient de se maintenir dans un contact avec la société marchande qui leur permettait au moins d'opérer, on dirait, cette métaphore minimale qui est voilà, céder une œuvre contre de l'argent. Euh, Il y a une contradiction. Leur sublimation dans le champ économique passait par le fait de reconnaître la valeur de la monnaie. Euh, Van Gogh avait son frère. Van Gogh, qui avait beaucoup de difficultés avec la question économique, avait son frère qui s'occupait de ça. Son frère était marchand d'art. Ou bien, pour prendre certains marginaux aussi, Cézanne, qui est très marginal, il avait quand même, un marchand d'art, il était quand même inclus dans certains circuits économiques euh, pour réussir à payer sa peinture et ses toiles. Bon, donc on voit que la position des dispositifs sublimatoires est une position qui est entre marginalité et inclusion. Et je répète, voilà, on ne raconte pas aujourd'hui aux touristes japonais ou américains qui débarquent à Paris que, pour ainsi dire, les artistes impressionnistes étaient en politique aussi radicaux, aussi contestataires. Sinon, ils partiraient en courant, sans doute. Disons, ils ne viendraient plus dépenser beaucoup d'argent en France, s'ils savaient, quoi.
Donc on leur raconte une histoire un peu enjolivée. On dit oui, ils étaient esthétiquement très révoltés, ils voulaient autre chose esthétiquement, ils voulaient proposer, et c'est pour ça qu'ils ont fondé un salon des indépendants. Mais ce n'était pas que esthétique, c'était aussi un projet politique. Ils étaient conscients de faire exploser certains, de vouloir faire exploser certains carcans esthétiques, mais aussi politiques, tout en étant pour certains dans leur vie privée quand même un peu conformes à certaines normes familiales. Euh, mais c'est très compliqué d'expliquer ça. On peut pas. Donc on se maintient en général dans le plus simple. Euh, alors, ça c'est un premier versant de la question des sublimations, c'est que il y a une dimension de conformité et une dimension de singularité extrême. Alors, ça implique aussi la simulation, j'en avais parlé en juin, une désexualisation de l'énergie psychique. Alors, cette désexualisation, c'est simplement le fait que si la visée de la pulsion, des pulsions, elle est libidinalisée, dans la sublimation, on y reviendra, il y a un détournement vers des objets qui ne sont pas immédiatement considérés comme des sources de satisfaction libidinale. Cela, nous y reviendrons, mais ce qu'il faut souligner déjà, c'est que ce n'est pas que simple, parce que qui dit désexualisation et délibidinalisation dit aussi augmentation de la destructivité. Euh, Parce que le champ désinvesti par la libido et du terrain gagné pour l'agressivité, pour les pulsions de mort, et aussi pour certaines formes de masochisme ou donc d'autodestructivité. Donc il y a une difficulté là aussi à faire tenir le dispositif. Bon. Et enfin, c'est ce que j'ai mis en illustration, on a l'écueil ultime, si je peux dire, c'est que, étant donné que les sublimations s'appuient sur des idéaux, certaines sublimations peuvent être alignées sur des idéologies. Il peut y avoir des sublimations tout à fait conformistes, en fait. Qui dit sublimation ne dit pas nécessairement contestation. Il peut y avoir un renforcement du narcissisme au service d'activités qui sont tout à fait idéologiques. Euh, donc la sublimation ne suffit pas à elle-même. Elle peut être synonyme d'inclusion dans un moule dogmatique et de socialisation des pulsions de mort extrêmes. Sublimation donc est loin d'être synonyme de pulsion de vie et il y a à aller y voir d'un peu plus près encore. Bon, alors qu'est-ce que c'est ces pulsions de mort? Voilà, pour comprendre un petit peu les écueils de la sublimation, les pulsions de mort pour Freud, c'est quelque chose qui se situe dans la biologie. Il situe une tendance au retour à l'inanimé, dans le sens d'une tendance au retour au niveau zéro de tension, à l'état inorganique. Alors, au-dedans, les pulsions de mort sont synonymes d'abaissement de la tension psychique. C'est ce qu'il appelle le principe de nirvana. C'est un frein qui maintient autant que possible un niveau zéro d'excitation. Et quand c'est réorienté vers le dehors, les pulsions de mort se traduisent par de l'agressivité, par du sadisme, par de la destructivité, qui permettent à la personne de se préserver à l'intérieur en détruisant à l'extérieur. Alors, dans la problématique des sublimations, ce que Freud, dans les années 20 et 30, remarque, c'est justement que plus on désexualise, plus on donne de la place aux pulsions de mort. Il ne l'a pas tout de suite entièrement noté. Dans un premier temps, pour Freud, sublimation dans les années 1900-1910, c'est une canalisation des énergies pulsionnelles vers des buts que la culture valorise. Euh, il nuance, il dit tout le monde n'en est pas capable tout de suite, c'est pas à la portée de tout le monde d'être inclus dans la culture au point de se donner des idéaux très hauts. Et dans les années 1900-1910, Freud
idéalise justement un petit peu ses idéaux culturels, où lui-même il est séduit en partie par ses idéaux culturels, parce qu'il y voit une façon de soutenir certains progrès de la civilisation, tout en étant voilà, pas entièrement dupe, en disant oui, mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait des satisfactions libidinales, il faut aussi qu'il y ait certains plaisirs corporels, sinon on dépérit. Donc, dans les années 1900-1910, la difficulté de Freud avec la sublimation, c'est de doser les renoncements libidinaux avec les progrès culturels. Renoncement libidinal dit moins de plaisir et risque de dépérissement parce que la vie ne chatoie plus et que elle se désérotise. Mais progrès culturel dit capacité de se dépasser. Et pour Freud, il y a toujours eu une grande valorisation de cette idée de participer à l'avancée de la culture. Freud, en 1900-1910, il ajoute que personne ne peut tout le temps sublimer et que si on est trop en train de se conformer à des normes sociales répressives, c'est très bien de sublimer, mais on finit par dépérir par manque de satisfaction. Alors, il devient encore un peu plus pessimiste dans les années 20 et 30 parce qu'il a fait émerger, euh, au tournant des années 20, la notion de pulsion de mort. Ça lui permet de donner plus de détails sur ce qu'il peut y avoir de délétère dans la sublimation. Il dit, voilà, là où on désérotise, ça fait que l'énergie va être au service de quelque chose de beaucoup plus destructeur, qu'il appelle Thanatos, qu'il appelle le principe de Nirvana, qu'il appelle la destructivité. Et dans les années 1920-1930, il va jusqu'à dire, au-delà du principe de plaisir, et encore plus dans le ça et le moi, ou bien dans la question problème économique du masochisme, que en sublimant, le moi donnait des armes à son propre ennemi. Parce que d'un côté, la sublimation fait gonfler une bulle d'idéal, d'idéalité, de conformité à des idéaux, de narcissisme, mais qu'en même temps, c'est une énergie désexualisée qui désérotise le monde et que, en fait, c'est une excitation qui fait dépérir, puisqu'elle est au service d'une destructivité, d'une déliaison. Donc, Freud, dans un deuxième temps de sa vie, n'est pas loin de dire que la sublimation est plutôt un mal qu'un bien. Elle délibidinalise l'excitation pulsionnelle, elle crée une déliaison, une démixtion qui sert les pulsions de mort. C'est très noir, hein, c'est très sombre. Freud était tellement pessimiste que dans un premier temps, il voit plus du tout comment on peut survivre et qu'est-ce qui fait obstacle aux pulsions de mort. En tout cas, en 1920, dans un moment de sa vie où il est très mélancolique lui-même, dans un moment extrêmement compliqué, aussi bien au plan de l'histoire collective que de l'histoire personnelle de Freud, Freud met même ce qu'il appelle le principe de plaisir au service des pulsions de mort. Et à ce moment-là, au-delà du principe de plaisir, euh, il se demande vraiment, ou on se demande vraiment avec lui, qu'est-ce qui fait que tout le monde n'est pas mort depuis longtemps. Non mais vraiment, vraiment. Parce que les pulsions de vie semblent tellement faibles, tellement impuissantes par rapport aux pulsions de mort, on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a encore un truc qui bouge sur la planète, quoi. Alors, non, mais effectivement, c'est assez marrant, mais c'est vrai que c'est pas à moitié, hein. Et il a besoin, 4 ans plus tard, de revenir sur la question dans le problème économique du masochisme, où il dit, bon, quand même, le principe de plaisir, il n'est pas complètement soumis aux pulsions de mort, il n'est pas juste au service, c'est pas juste l'instrument des pulsions de mort, il représente quand même aussi les revendications érotique. Donc, le principe de plaisir, c'est, on va dire, c'est la ruse du serviteur qui oblige son maître à vivre là où le maître aurait plutôt envie d'aller au casse-pipe. Donc, Eros est obligé de s'immiscer dans le psychisme par l'interstice de la pulsion du principe de plaisir pour que donc ces pulsions de vie
persiste. Donc, le principe de plaisir, en fin de compte, c'est le tout petit interstice qui permet aux pulsions de vie d'entrer dans le psychisme pour relancer un petit peu la dynamique vitale, sans quoi les pulsions de mort, Thanatos, la destructivité primeraient très rapidement. Donc, ce qui tempère les pulsions de mort, c'est la liaison pulsionnelle. Et donc, le principe de plaisir, c'est un des exemples de liaison pulsionnelle qui permet que soient prises en compte, y compris dans le psychisme, les revendications d'Eros, donc la libidinalisation de l'énergie pulsionnelle. Alors, il y a d'autres formes de liaison pulsionnelle, par exemple le masochisme dit érogène, qui serait le premier mixte entre Eros et Thanatos, donc la première forme de compromis entre érotisation et autodestructivité, ce qui autorise à créer quelques symptômes parfois gênants, mais néanmoins vitaux. Et ce que Freud dit, c'est que la sublimation, parce qu'elle désérotise ou qu'elle redésérotise, elle défait ce que les pulsions de vie ont eu tant de mal à faire. Puisque dans la sublimation, on a un abandon des buts libidinaux, sexuels, érotiques, au profit d'activités que la culture valorise, qui sont narcissisantes, mais d'un narcissisme qui confine, en fin de compte, parfois à une mégalomanie, et en tout cas souvent à quelque chose qui fait abandonner les buts triviaux de l'existence au profit de buts peut-être sublimes, mais néanmoins tout à fait asséchants par rapport aux dynamiques psychiques, aux dynamiques libidinales. Bon, là, je vous avais prévenu, hein, qu'on allait entrer dans les difficultés, mais en même temps, c'est ça qui rend les choses intéressantes. Euh, euh, alors, parmi les psychanalystes post-freudiens, enfin, parmi les élèves de Freud, disons, c'est sans doute André Green qui a le plus travaillé cette difficulté, qui a le plus lu et relu Freud sous l'angle de cette problématique des liens complexes entre pulsion de vie, négativité, destructivité, sublimation et pulsion de mort. Presque toute son œuvre consiste à interroger les apories et les difficultés de ce dont je viens là de parler à grands traits. Donc, le travail du négatif ou narcissisme de vie, narcissisme de mort, ce sont deux ensembles de textes, d'anthologies, de recueils de textes qui reprennent ces difficultés. Euh, André Green montre bien donc que, alors, d'abord, la désexualisation de l'énergie pulsionnelle est du terrain gagné pour les pulsions de mort. Elle change la libido sexuelle en libido narcissique, donc un moi grandiose, mais qui plane un peu, qui est ivre, mais d'une ivresse qui n'est pas nécessairement soutenable parce qu'elle est aussi autodestructrice. Donc ça fait un jeu, ça fait le jeu, si on veut dire, du masochisme, c'est-à-dire prendre un certain plaisir dans l'autodestruction pour obéir aux idéaux, et ça induit l'émergence de symptômes aigus jusqu'à un fonctionnement quasiment addictif. Entre sublimation et addiction, on trouve donc énormément de points communs, notamment ce primat d'un plaisir supplémentaire extrait de l'autodestructivité, qu'on nomme masochisme. Il y a un plaisir supplémentaire pris à se nuire à soi-même. Euh, il est bien difficile, aussi bien dans les addictions que dans certaines formes de sublimation, collective ou individuelle, de défaire en premier lieu, parce que c'est souvent là qu'il convient de commencer, de défaire le plaisir excédentaire pris à se faire du tort
à soi-même avant de pouvoir ensuite éventuellement parler de ce qui a occasionné l'entrée dans ce genre de difficultés. Alors bon, voilà, Freud était voilà, pas totalement dupe de ça, je l'ai dit. Il avait senti assez tôt hein, que contraindre l'humain à sublimer à l'excès, ça risquait d'être le conduire, d'équivalent, ça risquait d'être quelque chose qui le conduisait à la mort et que il valait mieux obtenir certaines gratifications libidinales minimales. La problématique des addictions, Freud y a été beaucoup moins sensible et pour cause, on pourrait dire. Il avait parlé de la sublimation, mais Freud était lui-même très accroché à pas mal d'addictions, mais il les revendiquait. Mais d'autres que lui ont montré que on trouvait souvent les mêmes satisfactions dans les sublimations et dans les addictions, notamment hein, le Hongrois Sándor Radó, qui a été le premier à étudier ce qu'il appelait ce qu'on appellerait aujourd'hui les toxicomanies, les toxicodépendances, et donc le fonctionnement des pulsions de mort en lien avec la consommation de psychotropes. Bien, alors. Sublimer, donc, n'est pas la panacée. Sublimer, ça peut signifier renforcer l'autodestructivité, parce que qui dit désexualisation dit aussi terrain gagné pour certaines formes donc de masochisme et d'autodestructivité. Bah, maintenant, les contraintes anti-sublimatoires, euh, c'est pas forcément mieux dans le monde du travail, y compris. Euh, les contraintes anti-sublimatoires sont des dispositifs techniques ou normatifs qui conduisent à une répétition régressive. Euh, Là aussi, on est du côté du négatif et de la destructivité, hein. Et alors, un primat des automatismes qui conduit à une stase, à de l'énergie dans une boucle. Là aussi, on se trouve du côté bien sûr, de quelque chose qui est tout sauf émancipateur, tout sauf désirant. C'est de ce côté-là que, intuitivement, on s'oriente quand on réfléchit à ce qui, dans le monde du travail aujourd'hui, fait problème. C'est de ce côté-là que on va réfléchir lorsque on pense aux problématiques de la souffrance au travail contemporaine, hein. Pas les excès de la sublimation, mais plutôt ce qui empêche tout à fait de décoller un peu de soi-même pour avoir affaire à un minimum d'altérité, fût-ce en prenant des idéaux sociaux comme tremplin, comme marchepied. Ce sont ces contraintes anti-sublimatoires qui font l'objet des publications contemporaines nombreuses, dans des livres, ouvrages, essais nombreux qui dénoncent la souffrance au travail liée au trop-plein de chasse aux indicateurs de performance et de calcul de conformité aux chiffres, etc., etc., etc. Ces contraintes anti-sublimatoires qui obligent à ce que l'énergie pulsionnelle soit complètement en boucle dans un isolement et dans une absence d'approbation sociale, ce sont celles-là dont on parle quand on parle de burn-out. Alors, je pense notamment à l'atelier sur France au travail et burn-out des soignants que je co-organise depuis l'an dernier, y compris cette année, vendredi par mois, avec les collègues de la chaire de philosophie à l'hôpital où c'est essentiellement de ces contraintes anti-sublimatoires que nous parlons avec les personnes qui se joignent aux discussions à travers ateliers d'écriture, à travers des échanges sur la problématique des émotions au travail, sur les difficultés à communiquer dans les dispositifs contemporains du travail aliénant, par excès de normes, par excès d'administration au sens ici restrictif du terme, et par obligation de sur-réfléchir chaque acte,
où, effectivement, au lieu de travailler, chacun est obligé de réfléchir aux conditions de son propre travail. Donc, il est certain que au quotidien, la souffrance au travail, aujourd'hui, se situe plutôt du côté de ces contraintes anti-sublimatoires, les attendus en termes de calcul d'indicateurs, de conformité aux chiffres. Voilà, je cite le mode de traitement des données, les processus de contrôle du travail, les enregistrements de l'activité, les exigences organisationnelles, relayées par toute une série de protocoles qui parfois deviennent une fin en et pour eux-mêmes. Alors, par rapport à ce que ça induit chez chacun. Là aussi, c'est une accumulation d'agressivité qui ne trouve même pas comme exutoire le fait de s'appuyer sur des idéaux sociaux pour aller s'exprimer au dehors. Donc, une régression, donc une souffrance de ne pas réussir à sortir de soi-même, qui isole chacun au sein des équipes, qui isole chacun des équipes. Alors, voilà, c'est là, bien évidemment, que l'anti-sublimatoire nous touche bien souvent au quotidien lorsque on souffre de travailler dans des lieux où les choses semblent ne pas marcher bien. Plus précisément, les destins de l'agressivité dans ces dispositifs anti-sublimatoires. Alors, la liste est loin d'être exhaustive, hein. C'est pas une liste d'ailleurs, c'est une proposition d'analyse plutôt qu'une liste, se veut-elle. C'est pour ça que c'est pas exhaustif d'ailleurs. On y retrouve l'action des pulsions de mort ou de la destructivité. Alors, il y a bien des auteurs qui ont étudié les méfaits. Alors, la dépression peut être considérée comme une défense contre l'agressivité. La dépression peut être considéré à bien des égards comme une sorte de matelas protecteur que, au travail ou en dehors du travail, on s'aménage pour mettre entre soi et l'agressivité qui stagne en soi-même une sorte d'intermédiaire, un interstice. Donc la dépression, c'est d'abord une protection que l'on s'aménage pour ne pas avoir affaire de façon trop immédiate et brutale aux conséquences des dispositifs antisublimatoires ou des situations vitales où on n'arrive plus du tout à s'appuyer sur aucun idéal, où tout est remplacé par des protocoles, des normes rigides et des calculs. Euh, la dépression est une défense et elle est aussi une protection. Alors, à titre de défense, elle échoue parce que, elle ne fait que mettre à distance une problématique d'une agressivité qui demeure présente même si on s'en protège. Alors, l'angoisse d'aller travailler, l'angoisse au travail, l'angoisse d'avoir mal travaillé, ici, elle est dérivée également de tentatives d'inhiber de l'agressivité, de la changer en une chose. L'angoisse est une forme psychique, une forme intrapsychique que prend l'agressivité lorsque il n'y a plus de possibilité de s'appuyer sur des idéaux ou sur l'inventivité, sur les émotions, voire d'érotiser avec un peu de fantasme une activité. L'angoisse, ici, c'est une mentalisation, c'est-à-dire une façon de transformer en chose psychique l'énergie pulsionnelle inhibée. Bien souvent, angoisse et agressivité alternent dans une sorte de valse ou de duo où tantôt l'énergie pulsionnelle est exprimée sous forme d'agressivité, tantôt elle est inhibée sous forme d'angoisse, et l'un l'autre, jusqu'à ce que soit il y a effondrement, soit on arrive à trouver un cadre, un petit peu une tiercité qui nous permet de fonctionner autrement. Bon, alors dans le pire, on trouve bien sûr aussi la solution qui n'en est pas une de décharge sur autrui, une décharge sadique de l'énergie pulsionnelle, voilà, éventuellement justifiée par des idéologies défensives, collectives, où voilà, on crée du groupe, mais en mettant en commun la destructivité qui est envoyée sur des tiers, sur d'autres que
que nous-mêmes. Bon, modalité classique de protection contre la destructivité au-dedans en la défléchissant vers l'extérieur. Ou voilà, ou enfin, donc on retrouve cette question du masochisme, le fait de retourner contre soi-même une partie de l'agressivité qui stagne à l'intérieur, mais qui induit là aussi un malaise permanent. Bon. Ça nous indique que si la sublimation est loin d'être une solution à tout, les contraintes anti-sublimatoires sont également redoutables. Bon, voilà. Voilà. On a fait le plus dur, si j'ose dire. Euh, bon, il faudrait dire que des moments de désublimation sont nécessaires pour éviter de coller aux idéaux sociaux, quoi. Et c'est ces moments de désublimation qui sont menacés lorsque on enlève aux équipes le temps de souffler, lorsqu'on enlève des pauses, lorsqu'on enlève des lieux de sociabilité sur les espaces professionnels, euh, on, on enlève des temps de désublimation qui permettent de réorienter les émotions, la vie fantasmatique dans une circulation entre collègues, euh, et qui permet de rendre l'activité désirable. Donc, ce qui s'effectue lorsqu'on enlève des pauses, lorsqu'on est tout le temps en tension, lorsqu'on supprime les espaces de vie collective au travail, paradoxalement, on a des espaces de désublimation, des espaces où on peut réérotiser, mais au sens d'une libido très large, au sens freudien de la libido, hein, bien sûr, c'est pas de l'érotisation au sens sexuel pur, c'est la libido au sens général du terme. Les moments de désublimation au travail, c'est les moments où on prend une pause et où on peut exprimer des émotions singulières, une vie fantasmatique à travers les échanges du quotidien, ce qui rend à nouveau l'activité désirable pour chacun à travers le fait de faire des pauses, donc indépendamment des jugements sociaux portés sur elle. Donc les moments de désublimation, c'est le moment où, dans le travail, on s'autorise à faire une pause, faire un pas de côté, et aussi se protéger de ce que l'idéalisation du travail, lorsqu'on est dedans, peut avoir de tyrannique et de cruel. Donc, c'est un paradoxe, mais ce qui rend le travail supportable, c'est qu'on désublime de temps en temps, se déprend de temps en temps des idéaux qui soutiennent notre capacité à agir comme il faut, de façon conforme aux attentes, et on réussit à remettre des instants de respiration. Parce que si l'activité professionnelle est que sublimatoire, chacun est uniquement aligné sur les attentes sociales et ça génère de l'abnégation, de l'autosacrificialité. Alors, si une activité professionnelle ne permet pas du tout de sublimation, par contre, on vient de le voir, chacun reste collé à soi-même, à son angoisse, à ses contraintes, à ses inhibitions, à ses névroses. Donc, on n'arrive pas à s'appuyer sur des idéaux et chacun tourne en boucle dans certaines contraintes psychiques, éventuellement dans certaines révoltes tout à fait intimes qui tournent en boucle. Donc, l'inclusion dans des groupes d'appartenance est tout à fait bloquée. Pour résumer, d'un seul mouvement, finalement, le problématique des sublimations et des dispositifs anti-sublimatoires, c'est la question du surmoi, la question des idéaux et de leur bon usage, hein. C'est-à-dire s'appuyer sur aucun idéal et uniquement effectuer des tâches parce qu'elles sont normatives, c'est se refermer sur soi-même et ne plus pouvoir atteindre aucune forme de vie collective, socio-professionnelle, mais ne faire que s'appuyer sur des idéaux collectifs, euh, c'est risquer de se perdre dans de l'abnégation, dans de la sacrificialité, et donc de faire que coller à des euh, dynamiques dans lesquelles on se perd et qui ne nous permettent pas de nous habiller de nos propres vêtements. Bien. Alors,
quelques pistes de réflexion pour conclure ou pour lancer peut-être des discussions, pour ouvrir un peu le dialogue autour de maintenant d'une opposition entre différents types de termes pour décaler un petit peu le débat. Alors, je proposais de travailler l'opposition entre les principes et les valeurs. Bon, et encore quelles valeurs? Bon, au travail, ici en particulier dans les sublimations, dans la création en général. Alors, les principes, ce sont des encadrements de l'action. Alors, dans le monde professionnel, les principes, ça sera tout travail mérite salaire, ou il faut bien faire son travail, ou la société doit être reconnaissante envers ceux qui travaillent. Les principes sont des phrases, des sentences euh, qui organisent l'action de l'extérieur, qui nous donnent certains repères moraux, hein, éthiques, mais qui orientent notre capacité d'action parce que ils sont là pour soutenir notre croyance dans l'idée que le travail s'inclut dans quelque chose de plus vaste que lui-même, qui fait référence à nos premiers cadres un premier cadre éthique et moraux au sens plus vaste. Au travail, les principes sont oubliés au profit de certaines valeurs qui procurent plutôt un sens à l'action dans l'action elle-même, dans l'action, dans l'immanence de l'action. Qu'est-ce qu'on valorise au travail? Quand on travaille. Les registres de valorisation de l'activité, il me semble être au nombre de trois dans leur généralité. Alors, on peut valoriser l'argent gagné. On va dire ça, c'est une perspective marxiste, la question du salaire et de ce que ça permet. Alors, le salaire, l'argent gagné, le revenu reflètent la valeur économique de l'effort consenti. Il permet l'inclusion dans des échanges au sens large. On peut valoriser le fait de travailler parce que on valorise le fait, par là, de subvenir à nos besoins, de payer nos factures, d'acquérir des denrées de première nécessité, de rembourser un prêt, de payer un loyer, de s'autoriser des dépenses parfois de prestige ou de loisirs. Bon. Dans l'immanence même de l'action au travail, il me semble que si ce qui soutient l'activité au moment même où on travaille, par rapport à la question des valeurs, c'est pour un premier un premier registre, c'est l'idée que à travers le travail, nous gagnons le moyen de nous inclure dans la société au sens plus large du terme, c'est-à-dire l'argent qui va nous inclure dans des circuits économiques plus vastes. On peut valoriser à travers le salaire, à travers le revenu, l'idée de nous permettre de vivre en dehors du travail, grâce à ce que le travail nous permet de nous procurer. Mais c'est une inclusion dans la société, puisque notre société est régie par des structures économiques et que le travail nous donne le moyen de nous inclure dans ces circuits économiques, me semble-t-il. Euh, sur un deuxième versant, euh, ce qui est valorisé à travers l'activité, c'est certainement aussi la sociabilité sur le lieu de travail. Georges Simmel, dont j'ai mis un petit portrait en encart, est un sociologue qui a beaucoup insisté sur l'idée de sociabilité, le plaisir pris à côtoyer les autres, tout simplement. Dans notre société, je crois que les sociabilités socio-professionnelles sont celles qui priment sur les autres types de sociabilité. Autrement dit, il me semble que la priorité est donnée à l'inclusion dans la société dans son ensemble à travers le travail plutôt qu'à travers la politique, la religion, les associations ou tout autre type de médiation culturelle. Je crois pouvoir avancer que dans les sociétés modernes, c'est le cadre professionnel qui donne à chacun
sa sociabilité considérée comme la plus normale. Pour le dire encore autrement, il me semble que dans notre société, régie par les circuits économiques de façon prioritaire, on est considéré, c'est un jugement de valeur, hein, c'est un jugement évidemment auquel il ne s'agit pas nécessairement d'adhérer de manière absolue, mais on est considéré comme plus normal, entre guillemets, si on a un travail sans avoir d'activité associative, sportive, de façon créative en général, que si on a plein d'activités mais pas de travail. Il me semble, ça ne veut pas dire qu'on va mieux, ça veut dire, me semble-t-il, que dans notre société, ce sont les sociabilités socio-professionnelles qui sont prioritaires, je crois. Ça peut être ouvert à débat, hein. Alors, parce qu'elles donnent des signes d'appartenance dans un contexte où chacun est en grande partie jugé sur son aptitude à avoir un travail. Euh, on voit aussi la difficulté qu'il peut y avoir à être chômeur, à être sans travail, précisément parce que c'est sur le lieu d'activité professionnelle que dans notre société, me semble-t-il, s'effectuent les types d'échanges sociaux, les types de sociabilité qui sont les plus valorisés. Euh, et alors, tout en restant critique, euh, il est permis de valoriser la sociabilité sur son lieu de travail. C'est peut-être quelque chose qui nous permet justement de tenir au quotidien. Euh, Tout en sachant que, il n'y a pas d'absolu et en fin de compte, on peut être tout aussi normal, tout aussi bien portant si on n'a pas de travail et pas de sociabilité socio-professionnelle que si on en a. C'est la société qui valorise peut-être plus ce type-là d'inclusion et d'appartenance que les autres. En tout cas, il est assez certain qu'à toutes les époques du passé, il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, un dernier registre de valeurs, ce qu'on peut valoriser au travail, outre l'argent qui nous permet de nous inclure dans la société telle qu'elle est, et peut-être pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est, et outre les sociabilités que ça nous permet d'avoir, c'est un troisième type de valeur. Donc, ce sont l'idée que le travail lui-même, l'activité, l'effectuation de tâches nous permet d'atteindre à un travail bien fait. Je m'explique, il s'agit ici de valoriser l'activité professionnelle en et pour elle-même, dans la mesure où on pense, on juge, on croit que l'effectuation des tâches ou la production d'objets, d'items, peuvent être jugés positivement, utiles à la société, à l'institution, à l'entreprise, parfois. Donc ces tâches effectuées ou ces objets produits peuvent être valorisés pour leur beauté, parce qu'ils contribuent à une certaine idée du bien commun, ou simplement à une certaine idée d'une dynamique entrepreneuriale. Alors, cette idée de travail bien fait a été étudiée notamment par le sociologue Max Weber, auteur de certains ouvrages extrêmement importants, tels qu'Économie et Société, mais c'est peut-être encore plus un autre sociologue, Norbert Elias, qui en a parlé en parlant du plaisir qui peut, en mentionnant le plaisir qui peut dériver euh, cette expérience du travail dit travail bien fait. Alors, c'est un marqueur éthique et moral, et là aussi on peut tout à fait critiquer. Ça correspond à une éthique du travail assez germanique, pourrions dire à certains égards, à une certaine idée, disons, de la compétence qui est elle-même ancrée dans une culture, dans un contexte. Mais je crois que c'est quelque chose qui fait toujours office de référence parmi d'autres dans le monde contemporain. L'idée de valoriser la compétence au sens de capacité à bien faire son travail, au sens de faire reconnaître son aptitude à fournir, disons, une contribution qui est valorisable. Au-delà des jugements sociaux, ce qui est en jeu ici, c'est la capacité à accumuler de l'expérience, accumuler un savoir-faire ou acquérir un savoir-faire. Puisque l'idée de travail bien fait, c'est ce qui nous permet de distinguer de mieux en mieux, à mesure que l'on avance dans le temps,
Pourquoi est-ce qu'on fait bien son travail ou pourquoi est-ce que parfois on le fait mal? Euh, donc, qu'est-ce qui fait que de temps en temps on travaille mal et qu'est-ce qui fait que de temps en temps on travaille bien? C'est cette dynamique, me semble-t-il, qui permet aussi d'enrichir le sens du travail. C'est-à-dire, quelque chose qui est aujourd'hui assez méconnu parce que il me semble que ce sens du travail est assez malmené, mais c'est parce que dans un coin de notre esprit, on pense qu'il existe une valeur telle que celle du travail bien fait, qu'on peut parfois, je crois, se rendre compte qu'on sait mieux qu'il y a quelques années quoi faire et pourquoi est-ce que ce qu'on fait, c'est du bon boulot plutôt que du travail un peu improvisé. Autrement dit, ça enrichit le sens et notre aptitude à donner du sens à l'effectuation des tâches et des actions professionnelles. Plus on travaille, mieux on est en capacité de réfléchir au pourquoi est-ce que tel et tel travail que je fais ou que quelqu'un d'autre fait est du bon boulot ou pourquoi, comment, c'est pas du si bon boulot que ça. Donc, il me semble que même si cette partie-là de la valorisation est pas très à la mode, un peu, disons, démodée, c'est tout de même quelque chose qui continue de nous animer. Et c'est justement parce que cette idée de travail bien fait est d'évaluer que peut-être nous perdons souvent le sens et le désir d'activité qui est supplanté par des enjeux de performance calculés. Alors ici, il y a un article intéressant que j'ai cité sur le travail bien fait et le désir de sens qu'on trouve sur Internet, qui montre que lorsque les indicateurs abstraits se substituent à l'idée que chacun a de travail bien fait, eh ben, on perd du même coup le sens du travail parce que ce pas des indicateurs et des calculs qui nous satisfont, qui nous donnent l'impression qu'en effectuant des tâches, on fait quelque chose de bien, quoi, de valorisé. Euh, on ne fait que obéir à ce que j'appelais tout à l'heure des protocoles anti-sublimatoires. Pour résumer, là, c'est des questions que je posais plutôt que des réponses que je pensais donner. Ce qui permet de trouver un équilibre entre les excès de la sublimation qui deviennent auto-sacrificiels et son absence complète qui empêche tout à fait de décoller et de sortir de soi-même. C'est cette notion de valeur immanente au travail qui fait qu'on on peut se permettre d'y gagner quelque chose qui nous inclut dans la société à travers l'argent, puisque on vit dans une société régie par des impératifs économiques et que le travail nous donne les moyens d'y participer, même si peut-être que la société irait mieux si on abolissait l'usage de l'argent. C'est un donné qu'aujourd'hui, ça passe par là. Et d'une certaine façon, à travers le travail. C'est à ça que nous sommes sans doute confrontés. Et l'idée de l'inclusion dans des collectifs socio-professionnels, ainsi que la contribution à travers l'effectuation de tâches qui sont valorisées, qui sont elles-mêmes jugées comme réussies. Bon. Je crois que c'est dans ces trois axes que se trouve l'équilibre entre ce qui pourrait devenir une adhésion complètement dogmatique à des idéaux sublimes, ou au contraire une totale absence d'idéaux qui soutiennent l'action, mais qui serait synonyme de stagnation pulsionnelle extrêmement régressive.